Jusqu'à midi, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Bonjour, jolie Julie. Bonjour à tous et bienvenue en direct et en public. Dans 3 minutes, le fait média du jour, c'est Plus belle la vie, 6 ans et 1500 épisodes plus tard. France 3 diffuse un nouveau prime time de la série, analyse du phénomène Plus belle la vie. Dans un instant, notre invité aujourd'hui sera Laurent Stork, le directeur des programmes de TF1. Vous allez pouvoir lui parler directement et lui dire ce que vous pensez des programmes de la chaîne. Qu'aimez-vous sur TF1? Que faut-il changer selon vous? On vous attend au standard. Et avec Laurent Stork, nous parlerons des tops et des flops de la saison, mais également de la grille d'été, des nouveautés de la rentrée 39-21, si vous souhaitez nous joindre. Daniel Chic sera sur France 2 ce soir, ainsi que tous les jeudis d'été, aux commandes d'un nouveau rendez-vous culturel qui s'intitule Sous le soleil, les étoiles. Il sera avec nous. Nous vous dirons également qu'un groupe de rock a fait une chanson dans laquelle il souhaite la mort de Jean-Pierre Pernaut. Nous parlerons de W9 qui joue aux chaises musicales avec ses animatrices et nous vous dirons que Patrick Sébastien va monter sur scène au théâtre. Vous retrouverez également le zapping, les audiences, les indiscrétions et les voix du pape. Mais tout de suite l'information sur Europe 1, c'est avec Julien Launay. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. L'avocat de François-Marie Bagné demande le report d'un procès nauséabond. L'artiste se retrouve devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour abus de faiblesse sur la milliardaire Liliane Bettencourt. Sa fille considère qu'il a profité de la fragilité psychologique de sa mère pour se faire remettre par le passé près d'1 milliard d'euros de dons. Une affaire avec une tournure politique dans laquelle Éric Woerth, le ministre du Travail, est malmené. Ce matin, sur Europe 1, Lionel Jospin s'est justement exprimé sur le sujet avec le souhait de rétablir des règles saines dans la République. L'ex-chef du gouvernement socialiste estime qu'il faut éviter le mélange des relations privées et des rapports publics. Sortie de prison à venir pour Dany Le Prince. La cour de révision saisie du cas de cet homme condamné en 97 à la perpétuité pour un quadruple meurtre familial a ordonné sa libération le 8 juillet. D'après son avocat, c'est la première fois qu'une peine est suspendue alors même que cette instance n'a pas statué. Un autre suspect dans l'enquête concernant l'homme battu à mort sur l'autoroute A13 dans les Yvelines hier en fin de journée. Un individu de 23 ans s'est rendu à la police. 3 autres personnes sont toujours en garde à vue aux dernières nouvelles. Parmi elles, la jeune conductrice de la voiture à l'origine de ce banal accident ayant mal tourné. Et puis c'est un classique, le 1er juillet, certains tarifs augmentent. À partir d'aujourd'hui, il faut payer par exemple 2 centimes de plus pour un timbre. À Paris, 10 centimes supplémentaires pour le ticket de métro. Il y a les hausses et les baisses, mais pas forcément celles qu'on imagine à notre avantage. La prime à la casse s'est réduite et elle se chiffre désormais à 700 € au lieu de 500. Un marché automobile d'ailleurs dont on attend de savoir ce qu'il en est des ventes de voitures neuves. Moins 7,5% sur un an au mois de juin, à en croire le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, le fait média du jour, c'est le phénomène incroyable, le phénomène Plus belle la vie. L'émission revient en prime time ce soir, la série plutôt. On va en reparler dans un instant. Nous serons avec une journaliste, Gaëlle Placec de Télé Loisirs, qui va analyser avec nous le phénomène Plus belle la vie. Et puis nous serons avec Pierre Marteau qui joue dans Cavale au Mistral. Pierre Marteau, pour ceux qui connaissent la série, il joue le rôle de Léo Castelli. C'est Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Jusqu'à midi, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce soir à 20h35, France 3 va donc diffuser le prime time de l'été de la série Plus belle la vie, baptisée Cavale au Mistral. Après des mois d'attente, les fans de la série pourront enfin retrouver leurs auteurs préférés. Il est vrai qu'en l'espace de 6 ans, Plus belle la vie est devenu un véritable phénomène de société, non content de rassembler près de 6 millions de téléspectateurs. Parfois, la série vient même de concurrencer les journaux de France 2 et TF1. Avec nous pour en parler, Gaëlle Placec, journaliste à Télé Loisirs. Gaëlle Placec, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, Plus belle la vie, c'est devenu un vrai phénomène de société. Comment ça peut s'expliquer ? Je crois que ça tient simplement à un enchaînement d'intrigues qui se déroule à un rythme démentiel. En fait, c'est toujours les mêmes raisons depuis quelques années, c'est-à-dire que la série repose sur des intrigues plutôt bien ficelées, même si elles sont parfois un peu grossières, et surtout des intrigues qui collent à l'actualité. Alors on parle de tout, on peut parler de sextoys, on peut parler de grippa, c'est-à-dire de mise en quarantaine lorsqu'il y avait la grippa, on parle d'homoparentalité, bref, on aborde tous les thèmes. Et ça, je pense que ça séduit le public parce qu'il y a vraiment un rapport d'identification. De la même façon, tous les comédiens, les comédiens ont tous les âges, il y a la mamie, il y a le petit jeune qui va à l'école, qui rencontre des problèmes. Bref, c'est vraiment, pour moi, c'est la série en France qui appartient au public.
Et pourtant, cette série a eu beaucoup de mal à démarrer, hein, si on se souvient des débuts. France 3 a insisté. Voilà. Alors ça, c'est là pour le coup de chapeau à France 3, parce qu'effectivement, les débuts furent laborieux en termes d'audience, en termes d'écriture, et puis s'ils se sont rattrapés sur justement une écriture peut-être plus dynamique et qui colle beaucoup plus à l'actualité. C'est ce qui plaît aux gens. Finalement, c'est pas une série prétentieuse. C'est une série qui appartient au public encore une fois, et c'est, je pense, la seule série qui appartient à ce niveau-là au public, tant dans l'écriture, tant dans l'intrigue. Et puis les comédiens, moi j'ai eu l'occasion souvent de les rencontrer. Franchement, ils ont un rapport au public qui est assez sain, c'est-à-dire que lorsqu'ils se déplacent dans des festivals ou dans des séances de dédicaces, franchement, ils la jouent humble. Ils jouent le rôle, ils jouent le jeu des dédicaces. Voilà, et ça, je pense que ça plaît au public. Ça tranche avec certaines attitudes d'autres acteurs de séries qui affichent plutôt une sorte de distance bien prétentieuse avec le public. Eux, ils sont vraiment au niveau du public et ça se voit. Et puis ça se sait parce que c'est une série qui finalement est très forte en termes à la télévision, évidemment, en termes d'audience, mais qui marche beaucoup sur les forums et tout se sait, leur vie appartient au public et ça fonctionne très bien comme ça. D'un point de vue marketing, en tout cas, c'est parfait. Et puis Gaël Plasek, il y a quand même également des dérapages parfois dans la série. On a vu le CSA qui s'est élevé contre des épisodes qui ont été diffusés les 17 et 18 mars dernier. On a vu quand même un des héros qui se faisait kidnapper par un groupuscule d'extrême droite, qui se retrouvait soumis à une séance de chaises électriques. Et tout ça diffusé. C'est la Gégène, la plus belle de la vie. Voilà, tout ça c'est diffusé à 20h. Donc il y a des moments où ils ont du mal à trouver les limites. Oui, mais c'est vrai. Alors bon, il y aura un dérapage par-ci, un dérapage par-là. Il rectifie le tir, il calme le jeu et ça repart de plus belle. Bon, je pense que c'est un mini événement qui, à mon avis, importe peu au public. Et Plus belle la vie, c'est devenu une véritable industrie. Outre les emplois, il y a 140 emplois quotidiens, mais c'est une marque qui est exploitée en production par France Télé. Livres, vêtements, tongs, DVD. Un produit dérivé, c'est ce qui va. Et ça marche très fort. Voilà, donc c'est vraiment, d'un point de vue marketing, c'est parfait. Franchement, coup de chapeau, venant de France 3 et de Telle France évidemment, mais en tout cas, coup de chapeau. C'est bien vu, c'est bien analysé. Encore une fois, tant au niveau de l'intrigue, au niveau de l'écriture, et puis tout ce qui va autour. Mais un mot encore, Gaël Plasek, pourquoi il n'y a que France 3 qui a réussi à faire une série quotidienne? On sait que TF1 a essayé, France 2 aussi, M6 aussi, se sont tous plantés, pourquoi? Il va falloir demander ça à votre invité. On le fera tout à l'heure. On lui posera la question. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un côté région, pas forcément Marseille, de toute façon, aucun des comédiens parle avec l'accent marseillais, mais il y a un côté pas prétentieux dans cette série. Peut-être que c'est ça. Il faut peut-être commencer par là au niveau de l'explication. C'est facile. Merci beaucoup, Gaël Plasek, en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Télé Loisirs. Nous sommes également avec Pierre Marteau qui joue le rôle de Léo Castelli dans la série Plus belle la vie. Pierre Marteau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Gaël Plasek? Absolument, je souscris parfaitement à tout ce qu'elle a dit. Et c'est vrai que à une petite remarque que je ferai, elle parle en termes de marketing. Nous, les acteurs, on fait notre travail d'acteur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire vivre des scènes qui sont écrites, et c'est notre seul objectif. Et de distraire le public. Gaël Plasek insistait sur le contact que vous avez avec le public, le fait que vous la jouez pas. Les acteurs de Plus belle la vie restent simples. Est-ce que le fait de tourner à Marseille, peut-être, loin de Paris, loin de ce milieu parisien, est-ce que ça y fait dans votre comportement? Oui, ça c'est évident que ça joue. On est concentré en permanence sur notre travail à Marseille, au contact de la population. On n'est pas, comme on pourrait l'être à Paris, attiré par des soirées un peu mondaines. Et je crois que ça joue beaucoup dans la simplicité des rapports qu'on peut avoir avec les gens ici à Marseille. Un mot sur l'épisode de ce soir qui s'appelle Cavale au Mistral, qui sera diffusé à 20h35 sur France 3. On a le sentiment parfois que ça part un peu dans tous les sens, les scénarios. Il y a des morts, il y a des ressuscités, il y a des vivants. Vous n'avez pas ce sentiment, vous, parfois? Vous savez, moi je trouve que la vie, elle part un petit peu dans tous les sens aussi. Alors c'est vrai que chez nous, c'est parfois un petit peu rocambolesque parce que on n'a pas la prétention de raconter la vie de tous les jours. C'est pas une entreprise sociologique. Plus belle la vie, c'est un épisode de 26 minutes tous les soirs qui est là pour distraire les gens. Avec, c'est vrai, par moment, on parle aussi de problèmes de la vie contemporaine. Moi, actuellement, par exemple, dans l'intrigue, dans la quotidienne, il y a un des jeunes personnages qui se retrouve enceinte, une jeune fille, une adolescente. On parle de l'avortement et je trouve qu'on fait ça avec c'est vrai, on essaye de le faire avec sincérité, humilité
Et l'actrice qui joue ça, Colline Duncan, joue ça de façon absolument parfaite en ce moment, je trouve. Et ce soir, donc, dans Plus belle la vie, c'est toujours avec un peu plus d'action que les quotidiennes. Ça commencera avec une prise d'otage dans une banque provençale. Donc voilà, on est dans une action un peu plus musclée, on va dire. Oui, au moins au départ. C'est-à-dire que c'est une comédie policière. Alors dans le premier épisode, on va inscrire l'intrigue policière. Effectivement, il y a un hold-up, il y a une prise d'otage. Et puis après ça, il y a la cavale, parce que certains des Mistraliens vont être pris en otage. Il faut évidemment les sauver, ça va être notre travail à nous les policiers de la série, et récupérer des diamants qui ont disparu. Et ça, à partir du deuxième épisode, on est plus dans la comédie. Et dans le dernier épisode, on est carrément, parfois presque dans la farce. Je crois qu'il y a des scènes du dernier épisode qui sont parmi les plus drôles qui ont jamais été tournées à Plus belle la vie. Ouais, c'est bien vendu. Merci beaucoup Pierre Marteau d'avoir été avec nous. Cavale au Mistral, Plus belle la vie, c'est ce soir, c'est à 20h35 et c'est sur France 3. Le grand direct des médias continue. Jean-Marc Morandini. Allez, je vous propose d'accueillir notre invité, c'est Laurent Stork, qui est directeur des programmes de TF1, qui nous rejoint. Vous savez, on reçoit depuis hier les patrons de chaînes et des programmes qui nous parlent de leur rentrée, de l'été et qui font avec nous le bilan de la saison. Laurent Stork, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, un petit mot d'abord sur le bilan de la saison qui s'est terminée. On a le sentiment que c'est une saison, en tout cas, où TF1 va mieux que la saison dernière. Merci de le dire. Oui, on a un bon bilan, en particularité sur ce qu'on appelle les cases de prime time, où là on est carrément en progression, ce qui est dans le contexte d'aujourd'hui un vrai fait d'armes. Et quant au reste, on est très très fiers de nos fictions françaises, de nos 8 séries américaines, d'un programme de cinéma, du retour du juste prix. On a une très belle saison. Alors on va avoir l'occasion de détailler tout ça dans un instant. Est-ce que TF1 aujourd'hui est devenu une machine à diffuser des séries américaines ? Non, absolument pas. On n'en diffuse pas plus depuis une vingtaine d'années. En revanche, ce qui crée cette impression, c'est qu'elles sont en prime time. Et on a donc 2 cases de séries américaines en prime time par semaine. C'est pas vous que je vais dire qu'on a fait un carton hier soir grâce à l'une d'entre elles. Donc les téléspectateurs sont totalement au rendez-vous. On va pas se priver de leur faire plaisir. The Mentalist, Esprit criminel, Dr House, les experts Manhattan, les experts Miami, les experts Grey's Anatomy. Il y a beaucoup de séries américaines et j'en oublie. C'est pas qu'il y en a beaucoup, Jean-Marc. C'est que c'est nous qui avons les meilleurs. C'est pas pareil. Ouais, Cold Case, ça marche pas mal. Non, pas les meilleurs par rapport à mes concurrents français. Paru, ça marche pas mal aussi. Non, mais je suis pas en train de dénigrer mes concurrents. Je dis juste que ce que vous citez, c'est on a la chance depuis 7 ou 8 ans d'avoir écrémé entre guillemets les meilleures séries américaines dans une seule chaîne de télé, et c'est exceptionnel. D'ailleurs, en Amérique, ils ont en général 2 séries américaines par chaîne de télévision, et nous, c'est vrai que on a réussi à en avoir beaucoup. Et pourquoi toutes ces séries américaines? Pourquoi 2 cases? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à produire des choses aussi bien en France? Non, parce qu'on a également 2 cases de fiction française. Chaque lundi et chaque... bien. Ça dépend. Joséphine Ange Gardien marche bien. Non, le lundi, ça marche aussi bien. Depuis maintenant 7 ou 8 mois, on a gagné 1 200 000 téléspectateurs le lundi en ayant éditorialisé en comédie la case du lundi. Parce que justement, mon travail sur la fiction française avec les gens qui s'en occupent, Nathalie Laurent et Céline Nallet, c'est d'être complémentaire des séries américaines. Donc on essaye d'avoir un ancrage régional. D'ailleurs, par rapport à Plus belle la vie, suivez mon regard. Ouais, vraiment. Et deuxième point, avec des personnages qui nous ressemblent, parce que c'est vrai qu'un médecin comme Dr House, ça nous fait super rigoler parce qu'on sait qu'il nous soignera jamais parce qu'il est américain. Mais en France, c'est plus compliqué à faire. Donc avec Bartoli, on arrive à faire un procureur un petit peu spécial quand même. Avec Doc Martin, Thierry Lhermitte incarnera un médecin de province qui soigne bien, mais qui est un petit peu particulier aussi. Mais tout le travail qu'on fait, c'est de nous dissocier éditorialement des séries américaines. Mais on a le sentiment que toutes ces séries américaines ont quand même un peu tué le divertissement sur TF1. Il y a très peu et de moins en moins de divertissement. Est-ce que c'est parce que ça intéresse pas les Français? On se souvient de tous ces vendredis soirs consacrés au divertissement, tous ces samedis soirs où il y avait également du divertissement. Aujourd'hui, c'est moins présent, c'est moins là. C'est vrai. Alors, il y a l'analyse. Le vendredi, on résiste encore extrêmement bien avec du divertissement qui n'est pas de la variété, à savoir Koh-Lanta et le plus grand quiz et des choses qu'on a en réserve. Le samedi, le divertissement avec chanteur est difficile, c'est vrai. C'est pour ça que c'est ma priorité, c'est notre priorité avec Fabrice Bailly et moi-même des 6 prochains mois. Alors 2 choses, il n'y a pas qu'en France, parce que c'est une pénurie mondiale de ce type de programme. Et deuxième point, c'est quand même peut-être lié à la désaffection pour la musique payante en général. Mais il n'y a pas que la musique, je pense à Patrick Sébastien qui cartonne lui sur France 2 quand il fait les années 80, ça marche très bien. Oui, mais quand il fait le Grand Cabaret, ça cartonne aussi. Oui, mais
c'est pas vous que je vais expliquer qu'on a des cibles commerciales, nous TF1. Voilà, donc oui, il cartonne, il a il a 5 à 6 millions de personnes sur la cible que nous on vise. C'est-à-dire on va être clair, on va les traduire, femmes de moins de 50 ans. C'est ça, on va traduire. Vous, c'est les femmes de moins de 50 ans. Voilà. Et ce que vous dites, là, à demi-mot, c'est que Patrick Sébastien, c'est plutôt un public âgé. C'est ce que vous essayez de dire à demi-mot. Oui. Voilà, d'accord. Voilà. Non, mais ce que je dis surtout, c'est que nous, on a besoin des deux, voilà. Et donc, la difficulté, particulièrement en musique, parce que les goûts musicaux sont très segmentés, c'est d'avoir des artistes qui plaisent à des gens des deux sexes et de tout âge. Et ça, c'est devenu difficile depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous finissez par regretter la Star Academy le vendredi soir en prime? Ah, mais de toute façon, si elle avait toujours marché, on l'aurait pas arrêtée. On l'a arrêtée parce qu'elle marchait moins bien et pas en prime. En access, elle marchait moins bien. En prime, elle marchait toujours bien. Mais de toute façon, je pense que d'ici un an, on va résoudre ce problème. On va trouver un format qui va permettre de résoudre tous ces inconvénients. Et surtout qui fera plaisir aux téléspectateurs. Est-ce que la Star Academy reviendra? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Très bien. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant, reste avec nous. Laurent Stork, directeur des programmes de TF1, est en studio. Vous allez pouvoir lui parler 39-21. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, directeur des programmes de TF1, qui est notre invité aujourd'hui jusqu'à midi. On parle avec lui des programmes de la chaîne avant de rentrer dans les détails, de faire un bilan de l'année écoulée un peu plus précis et de voir ce qui nous attend pour cet été. Un mot de façon un peu plus globale sur les chaînes de la TNT. On le voit qui prennent de plus en plus d'importance, qui grimpent. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui à TF1? Non, ça nous inquiète pas, mais ça nous challenge. C'est-à-dire qu'avec une offre de 20 chaînes, par rapport à 6 chaînes, on ne peut plus, les gens dans mes équipes ne peuvent plus raisonner de la même façon, puisque il y a des genres en particulier comme le cinéma et le magazine qui sont très très sérieusement concurrencés, ce qui veut dire que pour garder la différence et pour faire que TF1 garde tout son sel, on doit trouver une autre façon. En cinéma, on met beaucoup d'inédits. On a 80% d'inédits dans notre grille long métrage, qui est colossal. Et sur les magazines, on essaye pour chacun de nos nouveaux magazines de trouver une patte et un angle qui nous distingue. Par exemple, de quel magazine vous êtes fier dans ce que vous faites aujourd'hui? Là, il y a beaucoup de pilotes, donc j'en serais peut-être plus fier. Pour l'instant, je pense que À but de confiance, qui démarre bientôt, est un magazine très différent. Ouais, À but de confiance, c'est l'émission qui va arriver avec Jean-Jacques Bourdin. Dans quelques jours. Dimanche prochain. Et c'est vrai qu'il y a un souci graphique et sur la forme qui normalement va un peu détonner. Oui. L'émission prendra la place de Combien ça coûte en hebdo. C'est fini, combien ça coûte? On peut jamais dire qu'une émission comme ça est finie parce que vous savez bien que la marque est fantastique. Mais voilà, tant qu'on n'a pas une meilleure idée de renouvellement, on y travaille. Oui, on l'a arrêté dans sa forme actuelle, on l'a arrêté. Donc Combien ça coûte ne sera pas dans la grille de rentrée, pour être clair. Non, elle n'y sera pas. Le samedi après-midi, vous avez beaucoup de mal à faire des parts de marché, des séries qui pourtant sont plutôt bonnes. Je pense à Gossip Girl, font 7, 8, 9% de parts de marché. Contre des matchs de foot, attends, quand même. Ouais, d'habitude ça fait 10. Hein. Non, ça fait plutôt les semaines d'avant, 17, ça fait 10. 18. Non. En 4 ans et plus? Non, on est plutôt autour de 4 en général. Autour de 4, autour de 10. Comment vous expliquez ça? Je pense que parmi notre offre de séries, on a des séries qui sont qui sont des séries de niche. Gossip Girl plaît particulièrement aux gens de moins de 25 ans. Nous, aujourd'hui, on essaie de trouver pour ces séries des cases et surtout, elles nous sont extrêmement précieuses pour les rebonds sur Internet. Parce que je peux vous dire qu'on fait des scores mais colossaux sur tout ce qui est interactivité et ces séries-là sont particulièrement appréciées. Un mot sur le 18-20 de France 2, beaucoup de jeux, on le voit avec de gros cartons, en particulier entre 19 et 20 heures. Avant 18-19, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il veut gagner des millions, là, qui passe sous la barre des 20%. Vous avez du mal à trouver la bonne formule entre 18 et 19 ou alors c'est une case qui est plutôt destinée à de la télé-réalité pour vous? Alors d'abord, on est leader, même si on a un peu de mal. Deuxième point. Leader avec 18%, bon. Leader quand même. Ouais, mais bon. On n'est pas très fiers. Dit TF1 à 18%, c'est pas. Moi, t'es TF1. On ne devra pas le champagne, quoi. On ne devra pas le champagne, honnêtement. Et deuxièmement, oui, la télé-réalité marche très très bien à cet horaire-là. Ça, c'est tout à fait exact. Et je pense qu'un jeu, il y aurait également sa place ou une autre forme d'émission. Donc, on n'est pas particulièrement inquiet, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on renforce cette case. Et les émissions que vous avez relancées, je pense à La Roue de la Fortune, je pense à ces émissions-là, vous êtes plutôt satisfait des scores d'audience? C'est une surprise pour vous que ça cartonne autant? Non, c'est pas une surprise, parce que d'abord, les gens ont très envie d'avoir des jeux actuellement, et tout le prouve. Et deuxième point, on sait très bien que
des jeux vintage qui sont bien modernisés plaisent. Ça fait maintenant 3 ans qu'on le prouve et j'ai même vu qu'il y a une marque de yaourt qui va faire comme nous. Donc c'est vraiment très à la mode de faire ça. Et vous avez d'autres jeux que vous voulez remettre à l'antenne? Comme ça, d'autres anciens jeux sur lesquels vous travaillez? Des anciens jeux, il n'y en a pas beaucoup devant nous. En revanche, des jeux tout court, oui. On a beaucoup de projets de jeux en ce moment. Oui. Ouais. Tournée manège va revenir? Peut-être, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Non, il y a rien. Ce qui me fait hésiter, c'est que je me souviens plus si c'est bientôt ou pas bientôt. Mais peut-être c'est la bonne réponse. D'accord. Donc ça veut dire que ça va revenir, mais vous ne savez pas quand. Oui, ça peut revenir. Pour être clair. Allez, on reparle de tout ça et des programmes d'été dans un instant. Par avant, les indiscrétions. Les indiscrétions avec Adrien Roy. On commence, Adrien, par les animateurs préférés des Français. Et oui, comme tous les mois, TV Mag publie un sondage, un baromètre des stars du petit écran préférés des Français. Alors qui monte, qui descend? Eh bien, je vais vous le dire parce que je suis trop sympa. Et c'est Nagui qui est une nouvelle fois leader, indéboulonnable Nagui. Il est suivi par Harry Urzelmack. Ça va faire plaisir à Laurent Stork qui boit mes paroles, je le vois. Et à la 3e place, c'est Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann, Laurent Ruquier, Julien Courbet, Christophe de Chavannes. Eux sont en hausse, tandis que les plus âgés, William Lémergie et Mireille Dumas, effectuent leur retour dans le classement. Et ça, on est très content pour eux. On parle de Nagui, qui est l'animateur préféré des Français. J'ai bien remarqué. Vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir sur TF1? On peut pas tout avoir sur TF1. Ouais. Non, je ne regrette pas. Mais il vous fait du mal parce qu'il est parfois leader le midi. Ah oui, il est parfois leader le midi. Vous parliez de leader tout à l'heure. C'est bien pour ça que Jean-Luc a lancé un nouveau jeu il y a 3 jours. Parce que je pense que la formule du jeu précédent, Jean-Luc est tout à fait apprécié. Mais en revanche, le jeu avait 8 ans et il commençait à s'user. Et cette nouvelle formule, vous en pensez quoi? On la met au point tous les jours. Donc on en pense du bien. Et on en pensera encore plus de bien dans 2 mois. Jean-Luc Reichmann qui était là nous disait qu'il avait signé pour 1 mois simplement. Non, je pense que la formule était un peu... Il a signé pour 1 mois parce que c'est ce que je vous explique. On est en train vraiment de faire beaucoup d'améliorations. Donc il tourne par salve de 3 semaines. Mais non, il a signé pour beaucoup plus que ça. Donc vous êtes optimiste? J'espère qu'il le sait, qu'il a signé pour plus que ça. Bah écoutez, il a dit qu'il avait prévu pour l'instant des dates fin juillet, mais il attendait visiblement... Il sait pas ce qu'il fait en août. Je suis très inquiet. Un feu vert de votre part. Donc vous lui donnez ce matin sur Europe 1. Voilà. Très bien, merci. Jean-Pierre Pernaut, que vous évoquiez à l'instant, et là c'est plus sérieux, qui se retrouve violemment pris à partie par un groupe de rock, Adrien Roy. Oui, alors je vous préviens d'emblée, ce groupe de rock est débile. Alors simple coup de pub ou vrai appel à la haine, ce qui est sûr, c'est que le groupe Sexy Sushi, déjà avec un nom pareil, on pouvait se méfier, sort une chanson intitulée Meurs, meurs. Jean-Pierre Pernaut, une chanson aux paroles très crues où grosso modo, il souhaite que Jean-Pierre fasse dans son froc pendant le journal et je ne cite pas le pire. Bref, une chanson odieuse avec laquelle la chanteuse du groupe Rebecca Warrior explique à l'Express qu'elle ne cherche surtout pas à choquer. Tu penses qu'elle n'en veut pas à Jean-Pierre Pernaut et dénonce son JT qui parle d'espadrille. Elle n'a pas non plus peur d'un procès, nous dit-elle, étonnant alors que l'orthographe de Pernaut ait été modifiée pour les besoins de la chanson. Je pense que ça se passe de commentaires, Laurent Stork. Ça se passe de commentaires, Laurent Stork. On parle encore musique trash avec le retour d'Alan Théo. Oui, alors associer Alan Théo et trash, c'est un peu surréaliste. Pour ceux qui se souviennent de lui, c'est un peu comme si on associait Dorothée et sadomasochisme, par exemple. Ça sonne faux, car Alan Théo, c'était ce beau gosse insipide aux yeux bleus qui chantait Emmène-moi en 1998 et qui nous revient musclé, tatoué. Il est nu dans son clip, il boit de l'alcool, il vomit et il fait l'amour avec une jeune femme en souffrance. Pour parler élégamment, la chanson s'appelle Je dérive. Vous pourrez voir le clip sur jean-marc-morandini.com et encourager Alan Théo version 2010 et peut-être même l'aider à se produire sur mymajorcompany.com. Sans transition, un véritable jeu de chaises musicales sur W9. Absolument, Jean-Marc, c'est un mini mercato interne qui se trame chez W9, révélé ce matin par Le Parisien. D'abord, Faustine Bollard, notre Faustine, qui présente actuellement la merveilleuse émission Dilemme, prendra à la rentrée la tête de Vie croisée, ce magazine de reportage qui présente de véritables tranches de vie et dont W9 produira pour la première fois certains sujets dès septembre. Elle prend donc la place de Marie-Ange Casalta. Mais que va devenir cette bonne Marie-Ange? Allez-y, demandez-moi, Jean-Marc, que va-t-elle devenir? Que va devenir Marie-Ange Casalta? Voilà, elle va présenter Enquête d'action sur W9, évidemment. Là, il est question d'adrénaline. Marie-Ange avait déjà une chronique dans l'émission. Elle en est désormais à la tête, à la place de François Pécheux, parti lui sur France 3. Alors Bollard à la place de Casalta, elle-même à la place de Pécheux. Moi, je propose Julie à la place de Jean-Marc. Jean-Marc, vous feriez les indiscrétions. Laurent Stork, vous pourriez faire Julie et moi, je ferais le ménage, par exemple. Oui, ça vous irait bien. Patrick Sébastien va aller au théâtre. Et oui, Jean-Marc, puisque vous aviez révélé en exclusivité il y a quelques jours que Patrick Sébastien avait décidé d'abandonner le DAR, son mouvement idéologique, il faut bien qu'il se reconvertisse quelque peu. Évidemment, le plus grand cabaret du monde sur France 2 continue, tout comme les années bonheur, mais il sera aussi au théâtre du 20 septembre jusqu'au mois d'avril. C'est ce qu'il a dit à Téléstar. La pièce s'intitule Le Kangourou et il y joue, figurez-vous, un patron hyper macho qui cherche une femme pour le rendre heureux. Sauf que cette femme, elle est dans le public tous les soirs. Merci beaucoup, Adrien Roy.
Jean-Marc Morandini. Allez, 39-21, dans un instant, on ira au standard pour prendre les questions que vous souhaitez poser à Laurent Stork. On parlera également des programmes d'été qui se préparent et on dira un mot de la rentrée. Auparavant, petit coup d'œil du côté des audiences d'hier soir et on le disait, TF1 est large leader hier soir avec le premier épisode d'Esprit criminel qui a rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs, 33,7% du public et 45% des ménagères de moins de 50 ans. Ce qui est étonnant, Laurent Stork, c'est cette série. Vous avez longtemps hésité avant de la mettre en prime. Vous l'avez souvent diffusée le lundi soir en deuxième partie de soirée. Et puis là, vous vous êtes aperçu qu'en prime, c'était un énorme carton. C'était aussi une problématique de signalétique CSA, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes. C'est très dur comme série, très violent. Voilà, c'est plutôt ça qui nous a fait hésiter. Et puis on dit plus ménagère, on dit femme responsable d'achat de moins de 50 ans. Je vous le dis, ça fait mieux, d'accord. Ouais. France 3 est surprenant deuxième avec le film Coup de chaleur, 2 600 000 téléspectateurs, 12,2% du public. M6 avec eux égale M6, ça fait 2 100 000 personnes et 9,9% de part de marché. Et puis déception pour l'affaire Dominici, mise en scène par Robert Hossein, qui n'a convaincu que 1 900 000 téléspectateurs et 9,3% du public. En deuxième partie de soirée, TF1 reste en tête avec les 2 derniers épisodes d'Esprit criminel qui ont réuni 6 100 000 et 4 100 000 téléspectateurs, 37% du public. Sur France 2, Panique dans l'oreillette, 1 300 000 téléspectateurs, 12,7%. Et puis sur M6, Dans un monde à part, 1 100 000 personnes et 9,3%. Allez, on fait une pause de pub et on se retrouve dans un instant. Il y aura toutes vos questions qui commencent à arriver au standard. Il y a énormément de questions, ça ne vous étonnera pas, Laurent Stork, sur les séries de TF1. Forcément, les gens veulent savoir quand leurs séries vont arriver. C'est Europe 1, à tout de suite. S'il a refusé. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Laurent Stork, directeur des programmes de TF1, qui est avec nous en direct pour parler alors tout d'abord des programmes d'été. L'un des événements, c'est le retour de Secret Story, très attendu, 9 juillet. Ce sera à 20h45. Ce sera pire que Dilemme ? Non. Dilemme, c'est allé trop loin pour vous ? Je vais vous avouer, c'est souvent par votre site que j'arrive à voir ce qui s'est passé. Je suis pas vraiment. Je sais pas, oui, les deux. À partir du moment où le CSA intervient, c'est que ça a été trop loin, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui va changer cette année ? Qu'est-ce qui fait que ça va être différent des années précédentes ? Le vrai problème avec Secret Story, c'est que je peux quasiment rien dire. Alors oui, ça va être très différent. On a beaucoup enrichi la formule, comme dirait l'autre. Et voilà. Mais oui, ça va être différent. Vous avez tiré les leçons de l'échec de la ferme célébrité ? Mais la ferme célébrité n'est pas du tout un échec éditorial. C'est marrant, j'étais sûr, j'aurais pu l'écrire votre réponse. Pourquoi vous la posez la question ? On a été trop ambitieux en mettant en prime time l'émission hebdomadaire, mais sinon non, c'est un succès dans les cases où elle aurait dû rester en réalité. C'est-à-dire la deuxième partie de soirée. Ah oui, et puis évidemment l'Access. Ouais, oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est fini aujourd'hui une émission de télé-réalité d'enfermement en prime time ? Ça n'a plus sa place ? En réalité, ça a jamais eu lieu. On fait le démarrage et le final en prime time, mais il n'y a pas eu d'émissions de télé-réalité qui ont pu tout le temps être en prime time. Et donc ça, d'enfermement comme vous dites. D'enfermement, oui, donc, c'est ça, parce que la Starac, mais c'est pas. Mais c'est bien pour ça que je vous dis, on a été très gourmand sur ce coup. Voilà, puis bon, voilà. On sera moins la prochaine fois. Vous le saurez moins pour Secret Story. Ça sera prolongé jusqu'à mi-octobre ? Pas forcément, non. Pas forcément, ça dépendra si ça marche ou pas ? Non, mais a priori. Non, fin septembre ? Vous avez compté sur vos doigts, non ? Pourquoi vous me dites ça ? C'est ça, non, mais je pose la question parce que non, c'est je vois pas, non. Ah, c'est ce qui se dit. Oui, que ça pourrait être prolongé jusqu'à mi-octobre si ça marche bien, parce que ça permettrait à TF1 de faire le pont et d'avoir un programme fort à la rentrée. Jusqu'à la Coupe du Monde de rugby. Bienvenue dans ma tribu. Alors ça, c'est un vrai programme nouveau produit par Alexia Laroche-Joubert à partir du 13 juillet en deuxième partie de soirée. 3 familles françaises qui seront immergées pendant 3 semaines dans 3 tribus de 3 continents différents. Ça, c'est assez nouveau sur TF1. Ah bah c'est très très nouveau. Même si on connaissait un peu sur France 2 avec l'émission de Frédéric Lopez. Oui, il a fait ce type de choses avec des stars. Nous, ce sont des anonymes, c'est des familles, franchement, comme les gens qui regardent TF1. Et moi qui en ai vu les 3 quarts, on se pose sans arrêt la question, qu'est-ce que je ferais moi avec ma femme et mes enfants, quoi. Ils sont vraiment mis dans des situations très 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 intéressantes et c'est très bien fait. En plus, c'est des très très belles images. C'est franchement au bout du monde, 3 fois au bout du monde. Et l'enjeu, qui est un faux enjeu parce qu'il n'y a rien à gagner, c'est ça qui est assez sympa, c'est juste d'habiter, de vivre 3 semaines comme les tribus qu'on a sélectionnées. Du côté des jeux, il y a une famille en or qui va revenir à partir du 12 juillet à 19h10. Pourquoi c'est plus un programme d'été, une famille en or ? Écoutez, je crois que c'est assez expérimental, comme ça marche très très bien l'été. Ouais. Christophe est ravi de faire ça pendant cette période, donc on n'a pas tellement été plus loin.
Et on est très content. Après, c'est vrai que ça met de la bonne humeur. Il y a des familles entières qui peuvent venir. C'est bien. Moi, je trouve ça bien l'été. Les programmes d'été pour TF1, c'est quoi? C'est surtout de la rediff. Il n'y a plus les grandes sagas d'été qu'on avait à une certaine période. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt sur de la rediff et marché à l'économie, puisqu'on n'a même plus Koh-Lanta qui désormais est diffusé en saison. En réalité, on n'a pas raisonné comme ça. On fait pas du tout une grille à l'économie. D'ailleurs, on a Secret Story, Bienvenue dans ma tribu, Abus de confiance, Dirty Sexy Money, qui est également une série. Série à partir du 17 juillet à 14h. Ouais. On a 4 émissions de variété, dont 2 avec Nikos, 2 avec Jean-Pierre Foucault, totalement inédites. Donc non, en fait, le raisonnement, c'est qu'il y a en particulier Koh-Lanta, on s'est dit, ça marche très bien l'été, mais pourquoi pas le mettre en dehors de l'été? C'est comme ça que le raisonnement. Oui, c'est parce que ça rapporte plus en publicité quand c'est diffusé en dehors de l'été. La réalité, c'est ça aussi. Non, la réalité, c'est que c'est une émission qu'on a hésité à décaler parce qu'on s'est dit, ça parle de gens qui sont à l'autre bout du monde et plutôt en tenue assez dévêtue. Et puis en fait, c'est un faux raisonnement. Ça marche très très bien de le mettre ou au printemps ou à l'automne. Mais ça vous rapporte plus au printemps qu'à l'été. Mais ça, c'est vrai de tout à ce moment-là. Oui, mais tout à fait. Mais donc, oui, mais il n'empêche. Quand c'est un programme qui marche, autant avoir un programme fort quand ça rapporte. Oui, mais alors pourquoi Secret Story? Pourquoi Bienvenue dans ma tribu? Pourquoi une série américaine? Oui et non. Non, je vous suis pas là-dessus. Bon, dommage. 39-21, standard d'Europe 1. Bonjour Elias. Bonjour Marc. Bonjour Monsieur Thor. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez Bonjour. 21 ans, Elias, et vous avez des questions à poser. Oui, j'aimerais savoir si vous comptiez diffuser la suite de Dexter. La suite de Dexter, Laurent Stork. Oui, on compte la diffuser, oui. D'accord. Vous aviez autre chose à demander, je crois. Oui, ça serait là de savoir si vous aviez abandonné la diffusion des séries Heroes et 24. Heroes et 24. Heroes, non. On n'abandonne pas la diffusion. Non, ça sera juste à 4h du matin. Ouais, 3h25. C'est ça. Quant à 24, c'est la dernière saison. Donc, on va aller au bout il y aura 8 saisons pour 24. Donc, on ira Parce au bout. que la dernière fois que vous l'avez diffusé, je crois que c'était en juillet 2007. Et donc, depuis, on n'a pas vu trop la suite, quoi. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'y n'a pas eu cette saison, en tout cas. Non, mais par contre, on a diffusé 24 en 2009, il me semble. Merci Elias, merci de nous avoir appelé. Au revoir. Bonjour Eddy. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Question sur les séries encore, décidément, ça passionne plus que les émissions. Que des séries, oui. Allez-y. Je voulais savoir si la nouvelle version de V, ce sera TF1 qui le diffusera, oui ou non, et quand? J'ai pas le droit de vous dire quand, mais la réponse est oui. C'est nous qui avons acquis les droits et la série est magnifique. Voilà, on précise la série V. Oui, c'est ce que j'ai entendu, oui, parce que ça a fait un carton aux États-Unis, donc je voulais savoir si c'est vous qui prenez Oui, c'est nous qui l'avons, oui. Voilà. On précise. Par contre, allez-y. encore juste encore une question sur un ancien jeu, je voulais savoir si Jeopardy serait repris ou pas. Mais Jeopardy, non, là c'était il y a vraiment longtemps. Non, je pense pas. Non, c'était à midi sur TF1 il y a une vingtaine d'années. Non, je pense pas qu'on prendra Jeopardy. Merci Eddy. Attendez, alors allez-y. Je vais arriver en placer une. Voilà, juste encore pour la F1, est-ce que possible de mettre un peu moins de publicité sur la F1 lors des diffusions? Non, ça ne sera pas possible, non. Voilà, parce que c'est un peu comme ça que VTF1, vous savez, ils n'ont pas droit à leur redevance, donc leur seul revenu, c'est la publicité. Merci Jean-Marc. Merci Eddy. Bonjour Thomas. Nous, c'est pareil, Europe 1, remarquez. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marc, bonjour merveilleuse Julie, bonjour Laurent Stork. Bonjour. Thomas, 21 ans depuis Strasbourg, allez-y. C'est ça. Moi, ma question, c'était plus sur la ferme célébrité. Je voulais savoir comment vous expliquez qu'on savait déjà qui allait gagner et que les candidats faisaient des stratégies mais qui en fait servaient pas à grand chose. Non, personne savait qui allait gagner la ferme célébrité, même pas moi, et c'est impossible puisque une fois qu'ils sont dans leur environnement, ils votent et les stratégies font les stratégies qu'ils veulent. Non, là, je sais pas pourquoi vous pensez qu'on savait qu'elle allait gagner. Parce que tout le monde disait depuis le début que c'est Mickaël Vendetta qui allait gagner. Je pense que c'est ça ce que veut dire Thomas et c'est que ça se savait. Voilà. Parce que je pense que il avait une personnalité qui devait plaire au public et lui avait peut-être plus étudié le public que les autres candidats, ne serait-ce que par c'est un phénomène sans doute de génération. Mais non, moi j'étais assez surpris qu'il gagne d'ailleurs. Parce qu'au départ, je vous rappelle qu'il était assez antipathique à l'image. Ça c'est vrai. Et à l'arrivée? À l'arrivée, il a dû être sympathique puisqu'il a gagné. Une question d'une auditrice qui, j'en suis sûr, va vous surprendre, Laurent Stork, et vous allez l'adorer. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Jean-Marc. Allez-y, question pour Laurent Stork. Oui, je voudrais savoir pourquoi TF1 diffuse beaucoup de séries américaines dans le désordre, alors qu'il y a une histoire, et donc du coup, le téléchargement illégal, on y a recours de temps en temps. Non, prenez le téléchargement légal, ça je suis pas d'accord. Oui, mais c'est pas parce qu'on diffuse dans le désordre ou de faire de l'illégal. Dans l'ordre. Donc. Alors déjà, toutes les séries feuilletonnantes sont diffusées dans l'ordre.
Et il y en a quand même beaucoup. Et deuxième point, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je le répète. Ça prouve que ça doit pas bien passer dans le public. Parce que... On n'a pas le droit de diffuser des épisodes classés moins de 12, a fortiori moins de 16, en prime time, beaucoup de jours de l'année, le mardi, en période de vacances scolaires, etc. Ce qui fait que ça désorganise notre façon de programmer les séries américaines. C'est ça la raison. Et pourquoi dans ce cas-là les rediffusions sont pas non plus dans l'ordre? Parce que pour les gens qui voudraient suivre aussi... Mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas, quand elles sont moins de 12 ans, on ne peut pas les mettre en prime time, même en rediffusion. Et les Américains, ils les diffusent épisode par épisode, une fois par semaine. Nous, en général, on les met par 2 ou par 3. Donc, de toute façon, voire par 4 pour esprit criminel. Parfois. Donc, on n'est pas du tout sur des logiques de programmation américaines. Et franchement, mais vraiment, hein, quand il n'y a pas de feuilletonnement, ça ne pose aucun problème. Ouais, sauf quand il y a des morts qui reviennent, quoi. Non, en général, les morts reviennent pas. Dans les experts, très souvent. Les morts reviennent, les mecs qui sont partis sont là. Enfin, mais on va pas rouvrir ce débat qui est un éternel débat entre nous depuis de longues années. Et Alain Carazé. Exactement. On va parler de la rentrée dans un instant, auparavant le zapping. 21h23, M6 égale M6 spécial bien-être. Vous l'ignoriez peut-être, mais à l'approche des beaux jours, la libido de l'être humain grimpe en flèche. Un phénomène scientifique qui n'a pas échappé à l'équipe de Mac Lesguy, et Lucie Vincent, spécialiste des comportements amoureux, nous explique pourquoi. Première information, la lumière et la chaleur augmentent notre libido. Les messages qui sont véhiculés par la chaleur, la lumière, via les yeux au cerveau, allument, entre guillemets, tous nos systèmes hormonaux qui agissent sur le libido. En clair, la lumière du jour et la chaleur boostent nos hormones. Que ce soit la testostérone chez les hommes ou les oestrogènes chez les femmes, la sécrétion de ces hormones sexuelles monte en flèche le printemps venu. Voilà, c'était E égale M6. Ça vous donne des explications à toutes les questions que vous me posez le matin, Julie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? 22h29, France 2, c'est à vous de juger. L'affaire Dominici, la pièce de théâtre mise en scène par Robert Hossein, proposait de revivre le jugement de Gaston Dominici en 1954. Le berger des Alpes de Haute-Provence avait été condamné pour un triple meurtre. Hier soir, le public et les téléspectateurs ont donc livré leur propre verdict. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez maintenant connaître le résultat de votre vote. Nous allons voir le vote des spectateurs du Théâtre de Paris. Innocent, 89%, coupable, 11%. Nous allons voir maintenant le vote des téléspectateurs de France 2. Innocent, 88%, coupable, 12%. Aujourd'hui, 30 juin 2010, la majorité des téléspectateurs de France 2 vous a reconnu Gaston Dominici innocent, alors que le 28 novembre 1954, vous aviez été reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de la famille Drummond, avant d'être gracié par le président Coty et ensuite libéré par décision du général de Gaulle. Voilà, c'est assez surprenant ce verdict en effet, puisque je vous rappelle qu'il a été condamné en 1954. 23h04, M6 dans un monde à part. Hier soir, Sidonie Bonnec partait à la rencontre des pêcheurs en haute mer, plus habitués au plateau télé qu'aux chalutiers. La jeune journaliste affronte comme elle peut le mal de mer, mais rien à faire, le seau sera désormais son compagnon de route. Non, ça va pas du tout là. Ah, elle est malade. Allô Sidonie? Oui. Allez, faut se remuer là, faut manger, hein. Faut se lever. Je sais pas. Allez, je vous apporte un seau, on sait jamais si ça va pas. Bah, posez-le là. Là. Ouais. Allez, faut se lever, hein. Faut manger, faut essayer de vaincre le Val de Mer, sinon vous allez pas réussir à... Ah, plus tard, non. Ah bah ouais, je sais bien que c'est dur, mais bon, si vous restez couché, ça va pas se passer tout seul, hein. Je vais essayer. Allez, faut aller manger un bout de pain, je sais pas, prendre l'air, surtout ça va vous faire un peu de bien, quoi. Allez, debout. Voilà, c'était hier sur M6, pas facile. Juste en entendant ça, Laurent Stork, je pense à un programme que vous nous aviez annoncé en septembre dernier qui s'appelait Zita. Et qu'on n'a jamais vu à l'antenne de TF1. Il s'est perdu en cours de route? Ouais, il s'est perdu en cours de route. Ça veut dire quoi? C'était pas bien? Si, c'était bien, mais c'était de l'immersion, hein, c'était une journaliste qui allait... C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, quand j'avais vu ce programme, ça me rappelait celui-là. Ouais. Et non, c'était pas suffisamment dans le ligne éditorial. Donc ça n'ira jamais à l'antenne de TF1? Non. Très bien. Allez, une pause de pub, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV, Jean-Marc Morandini. Allez, nous sommes toujours avec Laurent Stork, directeur des programmes de TF1, avec qui on fait le tour des programmes. Et puis Frédéric Bonneau nous a rejoint, qui lui regarde la télé pour nous. Et aujourd'hui, Frédéric, vous allez nous parler d'un grand classique de la télévision. Ouais, qui est à sa énième rediffusion d'ailleurs. Alors je vais vous faire écouter le générique. Alors c'est là où ça se sépare en deux catégories. C'est-à-dire que moi, quand j'entends le générique, j'ai presque des frissons sur la peau, tellement j'aime cette série. Alors je sais pas si vous allez la reconnaître. Premier indice, la première image, c'est un métro et le bruit du métro. Bon ben voilà, on aura attendu l'avant-dernière semaine de l'année pour que je sèche Jean-Marc Morandini. Bah oui. Je savais que c'était possible. Ce générique, tu vois pas du tout. C'est New York Police Blues, Jean-Marc. C'est New York Police Blues avec la ligne 1 du métro aérien à Manhattan qui file, et puis les tambours de Chinatown, et puis les personnages qui commencent à apparaître au milieu des petites vignettes de la ville de New York. Alors voilà, c'est New York Police Blues en français. C'est un titre un peu bêta. Le titre américain des vrais fans, c'est bien sûr NYPD Blue, tout simplement. Et c'est quand même 261 épisodes et 12 saisons. Et c'est quand même une de ces séries, Jean-Marc, dont on peut dire qu'elle a vraiment tout changé. C'est-à-dire que nous sommes en 1993. Ils s'appellent David Milch et Stephen Bocco. Ils ont déjà l'un et l'autre fait des séries policières comme Hill Street Blues, par exemple. Mais là, tout d'un coup, c'est le moment où la télévision va devenir adulte. Voilà. Et on va être complètement fasciné par ça. Et alors maintenant, ça peut paraître très étrange. Mais quand Canal Jimmy en France a commencé à diffuser cette série, donc à peu près à la moitié des années 90, on se disait entre nous, vous me passerez l'expression, c'est très cul. Par exemple, parce que c'est vrai que tout d'un coup, il y avait le côté réaliste des travails des flics, donc de ce commissariat de Manhattan, mais aussi il y avait leurs histoires d'amour, leurs histoires de cul, encore pardon, et c'était très très nouveau à la télé. Un interrogatoire dans le commissariat. Il me faut des noms, des lieux, des planques. Et avec ça, j'essaierai d'expliquer au procureur que tu n'es pas qu'une ordure. Voilà, et lui vous le connaissez bien, Jean-Marc, parce qu'après, il s'appelle David Caruso. En clair, c'est le rouquin, quoi. Il est vraiment très, très rouquin. Il joue John Kelly. Aux experts. Voilà. Il a initié New York Police Blues, c'est-à-dire qu'il est resté la première saison. Après, le pauvre malheureux, il a essayé de faire du cinéma. Ça n'a pas pris, mais alors pas pris du tout. Et ensuite, mon cher Jean-Marc, il est arrivé dans votre feuilleton préféré, donc les experts Miami. C'est l'homme aux lunettes de soleil. C'est l'homme aux lunettes de soleil. Il les enlève je ne sais combien de fois par épisode. Voilà, c'est son jeu d'acteur préféré. C'est son acting favori, enlever et remettre ses lunettes. Et il est bien rouquin. Et alors ce qui est formidable dans New York Police Blues, parce que c'est ça en fait qui a tout changé, c'est juste une inversion toute simple quand on y pense d'un point de vue du récit, c'est qu'avant une série policière, on s'intéressait d'abord aux intrigues, évidemment. Qui a fait le coup? Est-ce qu'on va trouver le coupable? Par quels moyens? Etc. Là c'est devenu l'observation d'un organisme vivant qui est un commissariat à New York. C'est-à-dire que bien sûr on s'intéresse aux intrigues, mais on s'intéresse encore plus à la vie de ces policiers et surtout à leurs relations, à leur rapport entre eux. On va réécouter votre ami David Caruso, donc John Kelly, à qui son commissaire annonce que cette fois-ci c'est la fin. La police des polices a eu sa peau. Tu es transféré à Borough et tu seras à l'intérieur, affecté au central. Ça prend effet demain. J'aurais voulu pouvoir t'en sortir, mais face à eux, je n'ai pas assez de poids. Voilà, face à eux, il n'y a pas assez de poids et donc le commissaire ne pourra rien faire pour eux. Alors là, c'est très drôle parce que c'est vraiment Ed McBain, vous savez, ce génial auteur policier américain qui était le premier à avoir inventé ça, c'est-à-dire la vie des flics plus que l'intrigue. Ils ont exactement repris ça et ce qu'ils y ont ajouté, c'est une grande touche de réalisme, c'est-à-dire que c'est caméra portée, montage hyper rapide, les plans sont très très courts, mais toujours dans les séries, on en parlait hier et c'est la drôlerie de la chose, devinez où c'est tourné, évidemment à Los Angeles. Comme toutes les séries américaines qui se passent à New York. Il n'y a que très rarement un vrai plan de New York, mais il faut vraiment que ça soit le pont de Brooklyn. On va quand même pas le refaire. Mais sinon, c'est Los Angeles. Et à quoi on s'en aperçoit? Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. C'est qu'il fait un peu trop beau, quand même. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, c'est ensoleillé 340 jours par an. Peut-être pas à New York, c'est tout le temps sous le soleil. En tout cas, l'épisode d'hier soir est un moment très spécial, Frédéric. Eh ben, c'était un moment très spécial parce que tout simplement, c'était la fin de la première saison. Et donc, c'était le départ de John Kelly, David Caruso, le
départ du rouquin, et je vais vous faire écouter un extrait d'un grand classique de New York Police Blues. C'est la scène de vestiaire, parce que dans New York Police Blues, tout se passe dans les vestiaires des flics, de la police, vestiaires de la police, en fin de journée, devant les casiers. Je t'avais dit de ne rien faire. Tu t'es fait avoir, John. Tu crois que je n'avais pas compris? Ils ont eu ma plaque, mais je ne les supplierai pas. Ne les laisse pas te faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le sais que tu peux t'en sortir. Tu sais très bien qu'ils trouveront quelque chose. Ce sont des abrutis, ils ne trouveraient pas leur tête si elles n'étaient pas ils accrochées. inventeront. Tu as vu quel acharnement ils ont mis pour m'avoir? Ils trouveront ce qu'ils voudront. Et moi, je n'ai pas l'intention d'aller leur lécher les fesses. Conversation avec évidemment Sipovics, qui va être le personnage emblématique des 12 saisons. Jean-Marc, est-ce que j'ai envie de finir en disant que pour les plus jeunes qui nous écoutent, si vous aimez 24 heures chrono, si vous aimez Wire, si vous aimez The Shield, eh ben tout ça, ça vient de là. Et donc au milieu des années 90, pour la première fois, dans ma bouche c'est peut-être un peu étonnant, mais c'est à la télé que ça se passait. Oui, effectivement. Frédéric Bonneau, merci beaucoup. Laurent Stork, vous qui aimez les séries américaines, je pense que vous êtes d'accord sur le fait que c'est une belle série, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est une série fondatrice, c'est tout à fait exact. Merci beaucoup en tout cas Laurent Stork d'avoir été avec nous depuis 11h. Laurent Stork, directeur des programmes de TF1.